À la section hôtellerie du lycée Saint-Jean, il y a un soupçon d'effervescence. Aujourd'hui, c'est découverte. Les élèves de sommellerie travaillent avec une conférencière à la présentation du vignoble israélien, peu ou pas connu. Installé du nord au sud du pays et avec une production diversifiée, l'évolution du vignoble est récente. Jusqu'à présent, le vin produit était destiné aux pratiques religieuses et avait autant de qualités organoleptiques que le vin de messe, c'est-à-dire que les viticulteurs partent de très loin. Ceux qui sont restés sur place, c'était souvent des enseignants de physique, de chimie, etc., qui se sont intéressés au vin par extension de ce qu'ils faisaient. Mais ce qui compte surtout, c'est la génération d'après, qui, lorsque les parents avaient décidé de faire du vin, sont allés se former. Donc j'ai beaucoup cité Davis en Californie, j'aurais pu citer Beaune, et puis l'Italie, parce qu'il y a pas mal de gens d'Israéliens qui sont partis en Toscane. On arrive aujourd'hui à un nonotourisme, et peut-être que certaines personnes d'entre vous se disent qu'est-ce que c'est que ce mot de nonotourisme ? C'est tout bêtement le tourisme autour du vin, qui s'est largement développé en Israël. Et la nature a été mise à contribution en choisissant les sites les plus propices. C'est fonction en fait des sols essentiellement et de l'altitude. Donc les changements en altitude ont beaucoup apporté et surtout enlevé un peu le goût trop sucré, le goût trop caramel. Ce qui reste aujourd'hui et ce qui est très difficile, mais c'est difficile aussi pour le Bordeaux et autres, ce sont les degrés. Parce qu'il est fort, le vin israélien est fort. Je ne sais pas s'ils pourront un jour faire moins fort, mais en tout cas, ils font moins sucré grâce à l'altitude. Pour les étudiants, le bénéfice est immédiat. Conférences, travaux pratiques et dégustations permettent de faire un bond en avant. La première chose, ça va être de commercialiser le vin, d'être capable d'en parler devant une assemblée. Souvent, ça peut paraître très simple de se dire oui, commercialiser du vin, il n'y a pas plus facile, en théorie, effectivement, mais en pratique, devant un public, être capable d'expliquer de son ressenti, parler des différentes phases, sans rentrer dans un vocabulaire trop technique, se mettre à la portée du consommateur pour pouvoir justement lui exprimer véritablement le ressenti et que lui puisse également le ressentir. Maintenant, on va faire tourner le vin pour faire ressortir un peu les arômes et sentir le deuxième nez. Donc le vin va plus s'exprimer et on va retrouver encore le fruit, plus sur la cerise. Et il est encore très gourmand. Ce que je retiens, c'est que assister à une conférence comme celle-ci, ça nous apprend énormément, surtout dans notre domaine, nous, on apprend le vin. Ça nous permet de savoir aussi que dans d'autres pays, dans d'autres endroits, on crée du vin. Comparaison n'est pas raison, mais tout de même, les vins israéliens sont aujourd'hui, comme pour nombre de vignobles, élaborés à partir de cépages français, d'après le phylloxéra. Les vins du monde sont donc à considérer avec attention. Je dirais que par rapport à ces vins étrangers, il y a une certaine analogie par rapport aux cépages. Donc effectivement, on utilise beaucoup de cépages français, de la Syrah, des Sauvignons, des Cabernets. Donc voilà, les cépages français que je ne vais pas énumérer. Et c'est vrai que le cépage va donner une certaine aromatique. Après, le terroir, le climat, c'est pour ça d'ailleurs justement qu'en France, beaucoup de vignerons et d'œnologues s'exportent pour aller explorer des nouveaux terroirs parce que on peut encore avoir des vignes avec des pieds francs. On va au Chili où il y a un terrain sablonneux, donc le phylloxéra peut pas s'y plaire, et on a des pieds francs qui vont nous donner des superbes vins sur du vitis vinifera, donc la vigne originelle, avec des vins sublimes sur une belle tension. Donc ça permet de redécouvrir des très beaux vins qui changent des vins français, mais qui peuvent aussi avoir une certaine analogie avec les vins français, et de faire un comparatif, et souvent d'avoir un rapport qualité-prix qui est aussi très intéressant. Bon, vignoble français, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui a sa place dans ce qu'on appelle aujourd'hui les vins du Nouveau Monde. C'est déjà pas mal. 300 entreprises de viticulture sont présentes sur le marché israélien, mais 5 d'entre elles se partagent 80% de la production. 5 top 5 qui ont quand même les 80% du marché. Et c'est celle-là que je connais peut-être le moins bien. Bon, les Yudenite Winery, ceux-là, je les connais bien, mais il y en a d'autres, les Barkhane, etc. Je les connais moins parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas aller voir tout le monde. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est chaque fois de voir un monde un peu différent dans le vin. Et ce qui m'a le moins convaincu, ce sont les milieux religieux. Mais en fait, ce sont aussi les milieux qui ne me parlent pas vraiment. Un nez légèrement vanillé. Toujours un nez sur le fruit frais, sur le pamplemousse. Un petit peu la rose.
voilà, pour le deuxième nez. Donc comme je vous l'ai dit, au visuel, on avait ce côté un peu frais et tendu et un côté gourmand qu'on retrouve au nez. J'ai fait un bac pro pendant 3 ans en restauration-hôtellerie dans le service et pendant cette année de bac, on a étudié aussi le vin. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus absorbant. J'ai beaucoup aimé l'histoire du vin, malgré qu'on n'en a pas forcément bien parlé. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer dans ça, sachant que j'ai aucune personne de ma famille qui est dans ce vin, enfin qui travaille dans le vin. Alors c'est une première pour moi et pour ma famille. De façon à retrouver un petit peu la structure du vin. La formation au métier de sommelier arrive après une formation au métier du service, commande, réception, stockage, élaboration de cartes et dégustation. Et régulièrement, les étudiants se déplacent dans les régions viticoles.